Bon matin, Pauline! Bonjour! C'est toujours la question de l'heure. Ici, c'est le matin. Pour toi, c'est l'après-midi en France. C'est ça. Encore une fois, d'un superbe podcast à distance. Le confinement nous a amené sur le web, puis ça m'a permis de faire des rencontres partout dans le monde. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que c'est toi qui nous as trouvés. Oui. Et j'étais hyper heureuse de ton courriel, très simple, qui nous disait bonjour. J'étais surprise pour deux raisons. Premièrement, parce que tu es française et avec nos podcasts, avec mon vocabulaire dans mes articles qui est très québécois, qui est très écrit un peu comme on parle par moment, on ne visait pas nécessairement la France. On ne pensait pas que ça allait traverser l'océan nécessairement. Et l'autre aspect, c'est que tu es architecte. Et de ma perspective, je me sens presque comme une gamine. On dirait que ce métier-là a une certaine aura. Et malgré le fait que je suis passionnée de design actif et que j'essaie de repenser mon habitat, c'est un univers qui me semblait un peu accessible. Fait que l'idée que tu nous aies trouvés puis que tu sens qu'on a des choses à discuter, j'étais vraiment flattée et vraiment excitée. Voilà. C'est la Parfait. Mais moi aussi, en fait. Donc, tu es architecte, autrice, photographe et intervenante. Oui. Normalement, on se plongerait dans l'aspect plus classique de ton parcours, voir comment tu en es arrivé là. Mais aujourd'hui, on va faire vivre une expérience un peu différente parce que tu fais des lectures en public de tes œuvres, de tes textes. Et on va commencer avec ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter le titre et faire une lecture qui va durer quelques minutes? Voilà, quelques minutes, pas en entier du coup. Et le texte s'appelle Anima, Animal Corps. Ce besoin maladif, les yeux humides, son regard suppliant, le silence qui pleure et ce museau frémissant, ça m'épuise. L'animal qui habite loin dans mes bois, une brise légère sur son pelage. Du couloir, il m'observe, silencieux jusqu'à l'entr'ouverture. Dans ses yeux de verre, dans son visage maintenu, s'abrite la trace de mes pas. J'ai cherché, c'est comment exactement, c'est où, c'est quoi? Lui qui me colle à la peau, se colle à mon dos. Je grimpe à son échine pleine de poussière, élan rapide et puissant pour aller vite tout à coup, emporter tout, explorer le monde. Je découvre, poursuivre encore. Je le serre dans mes bras tout comme, immense, 816 kilos le plus gros, de force et d'inertie, le territoire arpenté, ma clairière piétinée en combat d'herbivores décidés. Suis ruche et renard, toute une ménagerie, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà crié, rugi de colère ennemie. Descendre et ralentir, calmer la bête. Putain de renard qui avait raison. On est responsable de ce que l'on apprivoise, cette envie reptile d'avoir tout sans renoncer à rien. Mon double crocodile. Cette envie simple, cet appétit-là, qui est le désir inextricable, qui court, qui bondit sous la peau. Bon sang, c'est joli, oui. C'est le cœur qui cogne aux dents et l'envie qui me remplit la bouche. Va voir ailleurs, me débarrasser de l'encombrant, de ta présence muette, de son impassible constance qui me guette, ce n'est plus possible. Trop là, trop présent, si gros, si grand, à l'arrière de chaque geste, à l'affût du mouvement, pesant sur mes bras, durs mes bras qui portent et te refusent, qui te nient malgré le poids. Je devine l'ampleur, l'étendue sombre qui s'accumule, mais ça ne devrait pas être si grave, ça ne devrait pas. D'ailleurs, peur n'est pas le mot, même au pluriel, ma meilleure. L'arme aiguisée dans la plaie, je la devine, et lui serre mon cœur dans le plat, ouvert, en deux offert.
Pourtant, je dis, je ne suis pas que celui-là qui trépigne. Dans le territoire à perte de vue dedans, il réclame, s'insurge, il ne saisit que l'immédiat. Et je me fais croire, comprendre que les choses sont ce qu'elles sont, j'affirme, raisonnable et raisonnées. Regardez, regardez, voyez. Et toi que j'héberge en moi, je suis ça qui m'observe peut-être ou pas, même pas. Il est là. Il me regarde de sa place, de sa toujours bonne place, sur le mur, sous la roche, sous chaque filament de mousse et de lichen dans ma forêt, sous la rivière qui avance, l'élan mêlé au sang, sous les pas de la louve, mes pieds nus. Calmer ce corps qui s'impatiente. Ça sert à rien, bon Dieu, mais arrête, arrête. Calmer les jambes qui foulent et la voix rauque naissant de la gorge, respire. Calme-toi, respire. Tu vois, tu vas tenir, respire, on va la tenir. En joue, en laisse, en faiblesse la bête. Respire, quelques heures. Apprends quelques heures, la nuit, fermez les yeux. Voilà. C'était une méditation, on dirait, pour moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, l'espèce de déroulé un peu continu de la pensée et des idées. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est fou parce que c'est l'effet que ça m'a fait. J'avais l'impression que j'entendais mon propre esprit qui bondit d'une idée à l'autre constamment, avec des fois des phrases incomplètes, mais que le sens est là, puis on le sent à l'intérieur de nous, qu'il y a un univers entier qui fait du sens, mais on n'a pas besoin par les mots de tout bien ficeler puis dire clairement. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai ressenti, puis il y a des mots qui résonnaient vraiment beaucoup. Je prenais des notes en même temps, puis je réfléchissais. Mais je serais curieuse avant peut-être de parler de ce que j'ai ressenti de mon interprétation, de comprendre qu'est-ce qui t'a mené à créer cette œuvre-là. Alors, je pense, comme chaque fois, il y a un peu deux choses. Il y a sûrement un truc de démarrage qui fait que d'un coup, ça émerge. Et souvent, ce qui émerge est le résultat de plein de petites étapes qui se sont mises en place en douce. Là, c'était suite à une exposition dans un lieu où il y a j'allais dire un visage, une tête de biche empaillée et que je trouvais assez étonnante alors que je ne suis pas spécialement fan de ça, mais elle avait quelque chose de très... à la limite, même l'objet ne m'intéressait pas spécialement, mais c'est que j'ai pris une photo de cet animal par en dessous et qui du coup, on ne voit pas le morceau de bois sur lequel le cou et le visage Enfin, le visage, j'arrête pas de dire le visage, la tête de cette bête est accrochée. Et donc, du coup, ça devenait un animal vivant tout en ne l'étant pas. Et voilà, j'avais envie d'écrire là-dessus. Et puis après, il y avait une éditrice qui était assez intéressée, qui voulait que je travaille sur un texte avec elle. Et donc, j'ai proposé celui-là. Et puis, du coup, je l'ai développé. Voilà. Mais c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la question de l'animal intérieur et j'ai l'impression d'observer souvent des réactions ou des émotions ou des sensations que j'ai en étant très curieuse de savoir d'où elles viennent ou pourquoi tout à coup on peut être envahi de quelque chose et je trouve que ce soit un peu toutes les émotions de base, la peur, la tristesse, la joie, le désir. Il y a vraiment quelque chose qui est d'une dimension pas humaine mais plutôt animale et corporelle. Ouais, c'est vrai que tu as mis... C'est ça que j'ai ressenti. Je ressentais les émotions sans que tu aies besoin de les mentionner. Cette idée-là de désir par une phrase comme qu'on veut tout avoir sans renoncer à rien. C'est cette idée-là il y a l'aspect de la bête indomptable, mais aussi la bête inassouvie.
Oui. qui veut toujours plus. Mm-hmm. Puis moi, là où ça a profondément résonné, c'est qu'on s'est rendu compte en analysant dans le monde du mouvement, de comprendre pourquoi l'humain moderne ne bouge plus suffisamment. Mm-hmm. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un ennemi à pointer du doigt. Il n'y a pas une industrie, comme une compagnie machiavélique qui a créé notre réalité. On a réalisé que c'est plus une modification graduelle, puis des fois comme explosive de notre environnement, qui est en décalage avec notre évolution, l'animal qu'on était avant. Oui. Puis ce qu'on réalise, c'est que le problème est intérieur, dans le sens que c'est pas juste notre environnement, c'est ça, une force externe, c'est à l'intérieur de nous, cette envie-là d'avoir plus de confort qui est naturel, qui est animal dans cette idée-là de survivre, de se protéger, en tout cas. Fait que moi, ça c'est venu vraiment me chercher directement. Je sais pas si c'est dans cet aspect-là que toi, tu y avais pensé, mais en tout cas, c'est ça qui est beau des œuvres, hein? Des fois, on le crée pour nous, puis ça crée des nouvelles choses chez les gens. Oui, c'est l'idée, hein? Fait que est-ce que par le passé, tu avais créé d'autres œuvres déjà sur ce thème-là, ou c'était une première dans cette thématique? Alors, je sais plus, en fait. Parce que j'ai déjà écrit d'autres textes il y a, mais je sais plus dans la chronologie, justement, entre celui-là et un autre texte que j'avais écrit pour un recueil de textes qui s'appelle Sauvage, et où il y avait vraiment, moi j'ai dit, ok, je vais travailler sur l'animal qui a peur à l'intérieur, et qui est comme un petit crocodile, et que je compare à un sac à main, et parce qu'il y a un dessin animé que mes enfants regardaient, où il y avait une dame qui avait toujours un sac à main en peau de crocodile, et je sais pas, c'était resté comme un truc, c'est presque un texte pour enfants, en fait, et puis souvent dans les histoires pour les textes jeunesse et tout ça, les personnages sont souvent des animaux. Et voilà, mais en fait, je me sens très proche de l'animal et des animaux, et de l'animal en nous. Enfin, j'ai l'impression de reconnaître assez facilement. Alors, je pense que ça vient de l'enfance, c'est de rester connecté à quelque chose. Je pense que les enfants, il n'y a qu'à voir un petit bébé en face d'un chien ou d'un chat. Enfin, il y a tout de suite une interaction. Et souvent, l'animal aussi a tout de suite une interaction beaucoup plus avec les enfants qu'avec les adultes, j'ai l'impression, s'il a le choix. Et puis après, je pense que c'est lié à l'enfance, et à une enfance dans la montagne, dans la forêt. Donc, voilà. Que tu as vécu. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est un lien peut-être un peu plus que d'autres personnes, où on était assez libre de circuler, d'aller balader dans la montagne. Et du coup, on voit bien les insectes, je sais pas, toutes les bestioles partout. Les animaux autour, même si il y en a plein qu'on devine et qu'on ne voit pas. Et après ton enfance, est-ce que tu es allé vivre et étudier en ville pour un certain temps? Oui, mais c'est venu assez tard, en fait. C'est pour le lycée et puis l'école d'architecture, quoi. Et après, j'ai un petit peu habité en ville aussi. Et là, maintenant, j'habite à la campagne. Donc, c'est de nouveau... Il y a énormément... Nous, il y a des oiseaux partout. C'est impressionnant. Puis j'en croise. C'est quoi ton expérience de vivre en ville? Est-ce que c'était... comment est-ce que ta perception de la nature a changé après être sortie un peu de cette nature-là qui t'entourait? Je crois pas. J'aime beaucoup la ville. J'aime vraiment bien. J'aime beaucoup. Pour moi, c'était très, très exotique dès qu'il y a plus de 5 personnes dans la rue. J'ai l'impression, je me dis, il y a des gens. Je suis en manque de ça. Et en même temps, le lien à la nature, il est pas... il est constant, en fait, je pense. Il y a une espèce d'attrait ou d'intérêt. Après, ça peut aussi être une revendication, un choix politique, vraiment une espèce d'affirmation, mais c'est beaucoup plus instinctif que ça. C'est vraiment, je me sens touchée par ce qui est vivant, en fait, hein, c'est plus largement, voilà. Parce que quand j'entends le mot architecture, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais ce que je vois en tête, principalement, c'est des gratte-ciels. C'est des immeubles modernes
en verre, en acier, un style assez froid et épuré. Puis ma vision d'architecture, c'était pas nécessairement une architecture où l'humain et la nature a sa place. En fait, tu sais, l'architecture, pour moi, se distinguait de la nature dans le sens où c'était un environnement choisi, créé par l'homme qui l'isole de la nature parce que tu crées des murs ou quoi que ce soit. Mais je pense que il y a absolument plein d'écoles de pensée puis c'est en train de se transformer. Mais j'étais curieuse de savoir, quand tu es arrivé à l'école pour étudier en architecture, c'était quoi ta vision de ce domaine quand tu es entrée? Puis est-ce qu'elle a changé quand tu es sortie ou en quoi c'est différent avec ta vision aujourd'hui? Alors, moi, j'ai l'impression pareil, l'architecture, pour moi, en fait, c'est l'espace autour de nous, très largement. En fait, je crois que j'ai toujours aimé les maisons, les cabanes. Donc, c'est vraiment plutôt une espèce d'attrait comme ça, de l'intériorité. Et avec une immense, 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 immense curiosité pour ça. J'adore aller découvrir l'espace chez des amis quand c'est la première fois ou quand j'ai une grande curiosité, une immense tendresse pour tous les espaces en général, je crois. J'aime beaucoup les espaces. J'ai l'impression même qu'il faut les défendre, les espaces que les gens n'aiment pas. Je suis extrêmement touchée, mais vraiment émotionnellement touchée par les usines, les lieux de travail, les lieux délaissés, les trucs un peu déglingues, à peu près tout en fait. Hein, je pense que ça vient de plein de choses. D'abord, j'ai mon père qui m'a amené, quand on était petit, il nous trimballait toujours, et puis il adorait visiter, aller fouiller quasiment, enfin regarder et explorer, voilà, le mot c'est explorer, des ruines. Et donc, moi j'ai passé mon enfance dans les Cévennes, et c'est une zone qui est considérée comme désertique, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et surtout, je pense que dans les années 70 et début 80, c'était une zone où l'exode rural était déjà depuis longtemps déjà fait. Je pense qu'il y avait carrément des villages entièrement abandonnés. Et puis c'était le fameux retour à la campagne de certains post-68 arts qui exploraient cet endroit-là et qui voulaient s'y installer. Il y en a pas mal qui s'y sont installés. Et donc voilà, donc en fait, on rentrait des fois dans des ruines et puis ça lui arrivait d'aller toquer chez des gens en disant est-ce qu'on peut voir votre maison parce que c'était un mas et puis il y avait une ferme et puis il y avait je sais pas quoi et puis les gens étaient un peu étonnés mais acceptés et puis après il y avait plein d'endroits où il n'y avait même pas de gens enfin et j'ai le souvenir d'une ruine d'école qui était juste à côté de la maison qu'ils avaient achetée qui était déjà aussi pas très en bon état. Et cette école me fascinait, quoi. C'était étonnant de se dire qu'il y avait des enfants qui avaient été là, alors que c'était pour moi comme un vieux mas. Il n'y avait pas du tout les mêmes références que l'école dans laquelle j'allais. Mais c'est un endroit que j'ai énormément aimé, exploré. J'y allais avec les copains. Voilà. Donc en fait, j'ai l'impression d'être venue à l'architecture après coup. Mais vraiment par l'intérieur, en fait, par le fait de rentrer dedans et de c'est quoi les espaces et je sais pas, les étages et les terrasses. C'est beau que c'est l'expérience vécue. C'est drôle parce que moi, ma vision de l'architecture, c'est l'aspect extérieur, c'est ça. Tangible de l'esthétique des choses, les lignes, alors que la manière que tu le décris, c'est un univers vraiment plus personnel où c'est de ton point de vue, comment tu vois ton espace. Tout à fait. C'est vraiment inspirant. Puis c'est drôle d'entendre ton histoire. Ça fait émerger aussi en moi des souvenirs d'enfance. Puis c'est vrai que c'est puissant dans notre cheminement. Ces moments-là qui ont l'air peut-être initialement anodins, mais qui commencent à tisser une histoire à l'intérieur de nous. Puis ça peut nous nourrir longtemps. Mais... Oui. Est-ce que tu es rentrée en architecture? Est-ce que tu sentais que ce qui t'avait mené là, est-ce que tu sentais que tes études est-ce que c'était harmonieux avec ta propre vision? Comment s'est passé les études en architecture? Est-ce qu'il y avait un clash? Est-ce que c'était
Ouais, comment ta pensée a évolué? Alors, en fait, au début, en sortant quasiment à la fin du lycée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'étais un peu embêtée, hein, parce qu'il fallait continuer, a priori, et le bac, et puis j'avais absolument pas d'autre vision, donc je me disais, ben, je vais pas, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et il y a eu une blague d'un copain qui m'a dit, oh, bah, toi, comme tu es bonne en français, tu vas faire Hippocagne. Et je me suis dit, je savais même pas ce que c'était. Et en France, c'est le nom de la première année de prépa aux grandes écoles de français, enfin de langue française. Et donc, je lui ai dit, oh, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Et j'ai postulé et j'ai pu rentrer. Et je me suis dit, ok, je fais ça parce que de toute façon, je ne sais même pas ce que je vais étudier. D'autres, autant faire une année où je vais étudier ce que j'aime. Donc, je savais que j'allais avoir beaucoup d'heures avec plutôt des bons professeurs, enfin, c'est ce que j'imaginais, de français, d'histoire géo. Je me suis résolue à suivre mes premiers cours de latin puisque c'était obligatoire. Et puis j'avais une option, je crois, lettres modernes, donc je faisais de l'anglais et de l'espagnol. En gros, j'avais évacué les matières scientifiques qui n'étaient pas c'était pas le truc que je préférais. Mais je savais que je ne le faisais que pour faire la première année et que c'était que pour moi. Donc en fait, c'était une année pour réfléchir, mais sûrement pas pour continuer. Et ça a été très riche, assez dur. Et cette année m'a servi, je pense, simplement par le laps de temps que ça donnait et puis le fait d'être du coup avec un statut un peu étudiante et puis ne plus être au lycée, être plus autonome. Et c'est là que je voulais faire de l'architecture intérieure parce que effectivement la question de l'espace, ça m'intéressait. Et puis en France, suivant le parcours, il fallait faire une année de remise à niveau. Et je n'avais pas, je ne sais pas pourquoi, il me semblait que c'était très compliqué à faire. Donc, j'ai eu connaissance de des écoles d'architecture et je me suis dit pourquoi pas. Au début, je n'avais même pas imaginé. Et puis en fait, dès la première année, je me suis présentée, j'ai été prise et dès la première année, ça confirmait vraiment tout ce que j'aimais. C'est-à-dire qu'il y avait les deux, je crois que j'avais vraiment besoin, il y avait toute la part de créativité, histoire de l'art, on faisait du dessin, on faisait de l'aquarelle, des choses un peu comme ça, artistiques qui me plaisaient beaucoup. Et à côté de ça, des choses très concrètes. Très, très, très concrètes. Du dessin technique, des cours sur la structure, des cours sur l'architecture. Et en fait, j'ai découvert, parce qu'en France, l'architecture est enseignée, je pense que c'est encore le cas, autour de la notion de projet. C'est-à-dire d'être capable d'avoir plein d'éléments, de faire une synthèse et de faire une proposition riche. Voilà. Et ça, c'est le mode de réflexion et de création qui me convenait, je pense. Mais après, quand tu parlais des choses en décalage, c'est-à-dire que j'ai découvert que mon intérêt pour l'intériorité, les usages, du coup l'usager, le quotidien, le fait que les espaces construits généralement sont vécus au quotidien pour la plupart, c'est-à-dire que soit il y a l'habitat, soit c'est des espaces de travail, les grands bâtiments prestigieux, un opéra, un théâtre, etc., que nous on croise que de temps en temps. Malgré tout, ça c'est des espaces de travail pour des gens et que du coup j'étais très étonnée que ça soit le dernier la dernière des préoccupations. Je ne comprenais pas qu'on n'y accorde aucun intérêt. Donc ça a été la grande découverte, le refus aussi et le désaccord principal, à mon avis, venait de là, avec pas mal de profs. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai décidé de faire les premières idées sur mon diplôme de fin d'année, où il y avait un gros projet, un gros mémoire à faire, pendant à peu près, on travaille une année là-dessus,
Et en gros, j'avais dit, je vais travailler sur les placards, et ça avait fait ricaner beaucoup de gens. Je trouvais que les placards et les toilettes, en gros, c'est les deux trucs. Voilà. Wow. Ah, mais ça me fascine. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus à ce sujet-là? En fait, au final, c'est-à-dire que c'est le point concret du sujet le plus idéal. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est à deux bouts. Mon projet de fin d'études, il s'est intitulé La liberté d'usage dans le logement. Et c'était vraiment la notion que je voulais étudier. C'est-à-dire en quoi est-ce qu'on est libre et en quoi est-ce que l'architecture aide à chaque personne à être librement ce qu'elle veut et à s'organiser comme elle veut. En quoi est-ce que l'architecture peut servir cette liberté d'usage, c'est-à-dire la liberté de tous les jours dans, je sais pas, la façon de meubler, la façon de se poser dedans, la richesse des espaces. Et donc, je suis allée creuser ça. Voilà, j'ai creusé ça un peu à tous les niveaux, en cherchant un peu au hasard aussi. Hein. Voilà. Et du coup, je pense que la notion de placard, par exemple, de rangement pour lequel il y a beaucoup de mépris parce qu'on considère que c'est un truc de bonne femme, on considère que le ménage, enfin tous ces trucs-là, c'est mineur et ça n'a aucune importance et ça n'a pas lieu d'être et c'est pas les grands élans qui devraient habiter, qui devraient nourrir un projet d'architecture. Je trouve ça très mesquin et très très malhonnête de penser ça parce qu'on serait tous bien embêtés si on n'avait rien pour rien ranger et que tout soit au milieu. Enfin, je veux dire, on est dans une société où on a quand même beaucoup d'objets. Voilà, même si on fait le vide, même si on ne cultive pas ça, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas ne pas... Enfin, en plus, l'humain, et même peut-être les animaux, à chaque fois, on s'installe quelque part. Même si c'est très court. Moi, je pense que le malaise autour du placard, c'est que c'est le symbole de ce qu'on peut cacher. Ah oui, aussi. Ce placard-là qui déborde puis qu'on ne veut pas trop voir ou que les choses qu'on ne veut pas adresser, on les range puis on se dit plus tard, je vais y penser, mais des fois, ça s'accumule puis ça pèse sur l'esprit, tu sais. C'est ça. Mais une autre chose qui est venue, que ça l'a évoqué en moi, c'est l'enfant qui aimait se cacher dans les placards. Tu sais, je me rappelle des beaux souvenirs, même l'armoire de cuisine à la maison. Le dernier étage, c'était la tablette la plus haute parce que ma mère y avait mis les gros pots de farine, les trucs plus volumineux. Pour un enfant, c'était parfait parce qu'on était capable de rentrer dans cette portion-là du placard. Tu sais. C'est une de mes photos préférées. C'est comme moi puis ma sœur, on est en petite boule, puis on sent que c'est spécial, c'est tellement spécial, puis c'est notre cachette, tu sais, puis c'est tout ce que ça prenait pour nous amuser. Puis c'est vrai que comme adulte, des fois, on n'a plus cette relation-là aussi ludique avec notre environnement. Cette envie de le transformer. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes, en fait, dans tes ateliers, parce que tu es intervenant, donc tu fais des ateliers éducatifs, si je comprends bien, avec toutes sortes de publics. Fait que les gens qui rentrent dans tes ateliers, est-ce qu'ils ont cette vision-là que c'est comme l'espace bâti, c'est sérieux puis qu'on peut rien faire? Est-ce que tu sens que l'enfant en eux est un peu disparu? Alors, souvent, en fait, je viens par... c'est encore plus humble, on va dire, parce que c'est sans même parler de l'espace. La première étape, pour moi, c'est d'apprendre à regarder. Parce que la plupart du temps, on regarde pas, en fait. Et que la première relation à un espace, on est dedans, mais du coup, on fait abstraction, on regarde pas comment il est. Donc, généralement, il y a toujours cette première étape d'une façon ou d'une autre sur regarder, et ça veut dire quoi? Ça peut être n'importe quelle... comment dire? N'importe quelle échelle, c'est-à-dire on peut se limiter à une pièce et la regarder et d'un coup se rendre compte, alors comment est-ce qu'elle est faite et en quoi elle est coloriée, les proportions et je ne sais quoi. Et puis
du coup, de se positionner soi-même et corporellement. C'est pour ça que le corps, l'échelle du corps m'intéresse beaucoup dans l'espace. Et je pense que parce que c'est notre outil pour comprendre les choses, pour les ressentir et pour analyser. Et puis pour vivre dans les lieux, quoi. Donc, les ateliers, ils ont presque tous toujours la même... c'est comme s'il y avait le même squelette, ou en tout cas la même envie ou aspiration à partager d'abord le regard sur l'espace. Et puis après, que ce soit une porte ouverte pour que chacun puisse d'un coup se dire, ah ben oui, alors cet endroit-là, il crée telle sensation, tel souvenir, il évoque telle ou telle chose, et puis ça peut être un support pour l'imaginaire, ça peut être... voilà. Mais la première approche, c'est le regard, et du coup, il y a à peu près le même boulot à faire, que ce soit pour les petits ou les grands. OK. Quel que soit l'âge. Tout le monde est un peu pareil. Parce que tu le fais de la maternelle jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge, en fait. C'est ça. Comment est-ce que l'expérience... Est-ce que c'est le même atelier pour un enfant que pour un adulte? En tout cas, c'est la même envie. Après, c'est plutôt moi dans mon approche, comment dire, si je suis avec des très très petits, je suis moins dans l'explication parce qu'il n'y a pas besoin, parce que ça les fatigue au bout de 2 minutes. Et puis pour des petits de maternelle, je crois que les plus petits avec lesquels j'ai pu faire des interventions, ils n'avaient pas 3 ans. Alors c'était pas grand. Et après, c'est souvent dans des écoles. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans un cadre où il y a un maître ou une maîtresse, et puis un ou deux autres adultes peut-être qui accompagnent. Et donc, les tout petits, les très très petits, 2 ans, 2 ans et demi, voilà, j'explique pas, mais on est tout de suite dans l'expérimentation en fait. Et puis, ils suivent assez facilement. Parce que comme je disais, on est dans un cadre d'école, donc on sait qu'il y a un peu des choses, entre guillemets, à faire. Voilà, donc c'est quand même beaucoup soutenu par ce cadre-là, l'école, les maîtresses et les maîtres. Et souvent, je propose une première exploration, c'est-à-dire qu'on aille dans un lieu, qu'on y aille ensemble et que ce soit l'occasion de regarder, peut-être de ramasser des choses. Alors, est-ce que c'est... Voilà, il y a eu par exemple des projets où simplement on allait voir un lavoir, un vieux bâtiment, et c'est intéressant parce que c'est un bâtiment qui est ouvert et fermé, il y a un toit, mais il n'y a pas 4 murs, souvent il n'y en a que 2 ou 3. On peut déjà parler des usages et puis des cheminements, et on passe par là, et ça on n'a pas le droit, et là il faut faire attention, c'est glissant, et là il y a de l'eau. Donc en fait il y a plein de choses. Mais en gros, je suis sur la même façon de décrypter avec un vocabulaire plus simple, mais ça serait la même chose avec des élèves de collège ou de lycée ou des adultes. On peut parler des mêmes... Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer les fonctions. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit, il y a un lieu, il y a quelque chose qui nous protège. Et donc, c'est toujours par rapport au corps. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? On peut le regarder, le découvrir. Il y a beaucoup de choses à en dire. Ah, ça m'inspire vraiment parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de lieux, par exemple, souvent les restaurants. Je les regardais, ou quand je rentrais à l'intérieur, ça m'arrivait fréquemment de dire l'énergie, ou c'est pas ce que je recherche. Indépendamment de la nourriture, du repas que je cherchais. Puis j'allais sortir, puis je me demandais si j'étais juste capricieuse, tu sais. Puis je me disais, je suis hypersensible, quoi, tout ça. Mais j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas la pensée. Je comprenais pas pourquoi. Je ressentais ce que je ressentais dans certains lieux. Dans ma tête, c'était magique ou c'était inexplicable, mais je me rends compte qu'il y a des principes, tu sais, il y a des certains types d'aménagements qui vont amener certaines émotions, indépendamment de notre propre expérience. Des fois, il y a des lieux qu'on n'aime pas parce que c'est associé à un souvenir qui nous appartient. Mais j'ai l'impression que l'humain, de manière commune, il y a certains types d'espaces qui vont nous faire sentir de certaines façons. Puis,
on dirait que je me disais, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait changer ça? Puis le moment pivot, un des moments pivots, c'était quand j'ai commencé à faire du vélo en ville, puis à réaliser que ma compréhension de l'espace, ma vision n'était pas la même que quand on est dans un autobus. Plus tard, j'ai commencé à marcher, puis j'ai juste parce que tu es surélevé du sol, puis qu'il n'y a pas de plafond, la ville n'avait pas le même visage. Je sais, c'est bizarre. Puis là, on dirait que ça allait lancer une longue quête de plus m'intéresser à ça concrètement, mais bref. Fait que tu fais vivre une expérience un peu aux gens pour qu'ils prennent. C'est comme l'étincelle, en fait, qui amène une certaine conscience de ce qui nous entoure. Voilà. C'est ça. Et puis après, on part sur... souvent, dans les... Il y a un peu 3... Moi, j'aime bien quand il y a... Enfin, je m'appuie sur 3 étapes un peu clés. C'est d'abord de regarder et puis peut-être même de récolter. On peut récolter des images juste par les yeux ou des choses concrètes, comme je disais, dans un jardin, des morceaux, tout ça. Puis avec les petits, c'est vrai que ça a ce côté marrant d'aller récolter plein de trucs. Et après, il y a l'idée de faire quelque chose avec cette récolte ou de le garder ou de s'en servir. Soit pour créer quelque chose, soit comme si c'est des fois avec les plus grands, ça peut être simplement de se replonger dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a vécu pour écrire quelque chose, parce qu'il y a souvent la partie écriture quand même aussi. Et puis après, il y a un autre, j'allais dire c'est un module, je ne sais pas si c'est un module ou un... Enfin, il y a une autre approche que j'aime beaucoup et qui traverse complètement tous les âges, c'est de faire des maquettes. Mais surtout pas des maquettes d'architectes. Parce que j'ai un souvenir absolument, je crois, douloureux parfois d'avoir fait des maquettes à l'échelle. J'aimais beaucoup et en même temps, des fois, c'est laborieux, c'est du boulot. Donc, quand j'interviens, j'ai pas envie que ce soit du boulot. J'ai envie que ce soit autre chose. Une exploration, une découverte. Après, il y a le côté obligé parce que c'est à l'école et que les élèves sont un peu obligés de faire ce qu'on leur propose, plus ou moins bien, mais avec plus ou moins d'enthousiasme. Et donc, je propose très souvent des maquettes où on n'a pas d'outils. J'interdis tous les outils, tous. Et on travaille qu'avec les mains, c'est-à-dire que c'est du papier un peu épais et de la colle, une très bonne colle précise qui marche bien. Et puis pas de ciseaux, pas de règles, pas de compas, pas de crayon, pas de gomme. Voilà. Et le fait de déchirer et de se dire, ok, là, c'est marrant parce que plus les enfants sont jeunes et plus ils sont à l'aise avec ça. Et les adultes sont toujours, et les plus grands sont très inquiets parce que dans le cadre de l'école, on n'a pas cette liberté. Donc ça vient en contre-pied un peu. Et puis, on est formaté sur plein de choses. Et puis, on se dit, mais quoi Et puis, alors, c'est là où on retrouve le plaisir de déchirer, de plier, de faire plein de choses. Et très souvent, c'est ce que j'aime, c'est que c'est un outil, c'est une démarche qui est qui est une invitation. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est pas du travail, c'est une invitation. Et en fait, chacun s'en empare comme il veut. Et souvent, il faut un peu bagarrer avec les adultes parce que s'il y a des professeurs ou des pions, des gens qui aident comme ça, qui ont l'habitude d'aider des élèves, ou des fois, il y a des professeurs ou des personnes qui aident un élève, par exemple, en particulier, qui sera en difficulté. Et généralement, je leur dis justement, mais non, vous l'aidez pas, sauf s'il est en détresse, bien sûr. Mais non, vous n'allez pas faire à sa place. Non, il n'y a pas... Ou alors, des fois, des petits qui me disent, oui, mais la maîtresse, elle a dit comme ça, c'est pas bien. Je dis, non, c'est pas bien. C'est bien du moment que vous le faites et que... la démarche qui m'intéresse le plus, alors ça je radote avec ça aussi beaucoup, c'est de dire, moi j'ai pas de consigne. Parce qu'en France, c'est un mot que tous les professeurs ont tout le temps à la bouche. C'est quoi la consigne? Et les élèves, c'est madame, c'est quoi la consigne? Alors j'ai pas écouté, c'est quoi la consigne? Et la consigne, il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi je mets des contraintes. Et après, du moment qu'on respecte les contraintes, c'est-à-dire j'interdis les ciseaux, les machins, tout ça, du moment qu'on respecte,
bah, c'est bon. Et donc, en fait, c'est une autre manière d'approcher les choses. Et puis après, voilà, les maquettes, souvent, on trouve un thème qui est un peu le thème linéaire. Est-ce que c'est la cabane? Est-ce que on peut prendre des choses un peu faciles, un peu ludiques? Enfin, on n'est pas obligé de se creuser trop la tête. Euh, et après, il y a des choses qui émergent. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah, c'est tellement magnifique. Puis ça résonne tellement avec nous parce qu'on a réalisé que moi, j'étais super studieuse à l'école. Tu sais, je ne voulais pas sortir du cadre. Je respectais les consignes. Je faisais mes devoirs. Mais je me suis réellement épanouie comme apprentie. Maintenant, je me nomme une apprentie, une éternelle apprentie. C'est quand j'ai réalisé que les idées, le savoir n'étaient pas juste dans le cadre scolaire. Était pas juste... On n'apprenait pas seulement en lisant des manuels pour faire des examens. Oui. Puis récemment, j'ai découvert aussi la méthodologie en créativité ou même l'école alternative s'intéresse à cette idée-là de nourrir une flamme plutôt que de remplir un vase, de voir le cerveau comme un vase qu'on doit remplir, puis que l'élève, son travail, c'est d'obéir au cadre et de donner les bonnes réponses. Puis je pense qu'on ne réalise pas toujours comment ça nous forme comme adultes. Puis ça nous rend vraiment peu résilients quand ce qui nous arrive dans la vie n'a pas de cadre déterminé, puis que c'est notre travail de faire du sens de la réalité qu'on a devant nous. Puis je me rends compte à quel point, j'espère que les gens réalisent à quel point c'est précieux, ta méthode, d'enlever les outils, parce que je pense que l'adulte, pour se réconforter quand il n'y a pas de cadre, va s'agripper à ce qu'il peut. C'est la même chose dans le monde du sport. Tu sais, les gens qui vont commencer un nouveau sport puis qui ont peur d'être poches ou qui ne savent pas comment faire, moi, j'ai vécu, on obsède sur l'équipement. Je vais m'acheter une nouvelle raquette de squash, puis là, est-ce que j'ai besoin du bandeau ou pas? Puis on oublie que l'essentiel, c'est le mouvement. Oui. Puis, oui, c'est sûr. Mais bref, fait que j'adore. Je pense que je vais même... Tu me donnes envie. On dirait que tu alimentes en moi la pureté, comme l'envie pure de juste créer quelque chose puis de peu se soucier de l'équipement, comme tu dis, puis de juste le faire. En tout cas, je pense que je vais faire l'exercice. Aucune autre chose que la colle. Tu me donneras ton recommandation de la colle magique, là? C'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez au Canada. C'est la colle Scotch. La colle Scotch. Ah, c'est-tu en... Alors, c'est un tube vert. Non, okay. Justement, c'est une colle qui est en gel et nous, c'est un tube vert avec un bouchon vert. Okay. C'est une colle en gel qui est un tout petit peu souple, qui permet de décoller et de recoller très vite. C'est pas du tout une colle hyper forte et en même temps, une fois qu'elle est sèche, elle est très très bien. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on peut coller un papier sur la tranche. Si tu mets un petit bout de papier qui juste tombe, tu mets de la colle là, tu le colles sur un autre papier et ça finit par tenir. Alors bon, s'il est trop grand, trop haut, ça tombe. Et puis ce qui est génial, c'est que quand on construit en papier, on aborde toutes les notions d'architecture. C'est-à-dire le contreventement pour pas que ça se casse la figure. Si tu fais un contrepoids, si tu mets un poteau, comment est-ce qu'il tient? Par quoi est-ce qu'il tient? Ah bon, alors là, il tient pas du tout. Et donc, il y a plein de questions comme ça. Et en fait, tout ça, il y a des termes. Alors, avec les petits, bon, je le dis ou je le dis pas. Mais avec les plus grands, c'est très intéressant à un moment de venir même presque rassurer les professeurs et tout ça en disant, en donnant les vrais mots qui sont le contreventement, un contrepoids, être en porte-à-faux, et tout ça, c'est du vocabulaire d'architecture. Mais j'ai pas besoin d'expliquer parce que c'est la meilleure explication, je trouve, c'est de se rendre compte, par exemple, qu'il y a un truc qui tient pas parce qu'il est trop grand et puis il y a quelque chose en haut et ça ballotte, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on vienne contreventer pour qu'il tienne. Et du coup, la notion vraiment de, l'objectif du contreventement, on le vit parce que la maquette se casse la figure. Donc en fait, c'est un peu comme, j'imagine, les professeurs les bons professeurs qui nous amènent à nous poser les questions en fait, plutôt que de nous donner les réponses. Et donc voilà, la maquette a ce pouvoir-là. Oui, puis tu sais, l'exercice à l'opposé, l'autre approche, elle aurait été d'amener ta maquette parfaite à l'échelle, puis de dire, voici une belle maquette d'architecte avec les bons principes. Puis là, de faire un cours théorique sur les principes d'architecture, puis après, de dire aux élèves
qui doivent créer leur propre maquette, mais sûrement qu'ils auraient eu l'instinct de vouloir reproduire ce que tu as fait. Mhm. Puis là, ils se seraient comparés en disant « mais la mienne n'est pas aussi belle ». Puis cette Tout à idée-là fait. qu'il y a un résultat à obtenir, puis que la seule valeur de l'exercice, c'est la reproduction d'une réalité existante. Puis pour moi, c'est ce qui me fascine, à quel point ça peut être subtil comme différence d'approcher un apprentissage, mais à quel point pour l'humain, là, à l'intérieur de nous, l'expérience n'est pas du tout la même. Oui. Puis je suis reconnaissante que tu fasses ça, ça m'inspire vraiment beaucoup. On parlait de ça justement avec Vincent hier, qu'avec Renard, on veut, oui, donner des idées sur qu'est-ce qui peut être fait, mais aussi amener le regard sur le fait que l'important, c'est pas seulement le output, le outcome, la finalité, mais c'est l'expérience d'apprentissage elle-même. Tout à fait. C'est magnifique. Puis est-ce que il y a... je suis en train de perdre mon filon parce que je suis trop excitée, mais bref, tu fais des ateliers aujourd'hui. Donc, tu as été architecte pendant un moment. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, justement, c'est que j'ai l'impression que ta créativité est aussi stimulée dans un nouveau contexte où tu aides des gens à concrétiser des projets. Je ne sais pas si tu peux nous présenter, en fait, ton métier, ton emploi actuel, puis on va relier le tout avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. En fait, je travaille comme architecte conseillère dans un CAUE, donc c'est l'acronyme qui veut dire, qui vient de Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est une association avec une mission d'intérêt public et c'est une association qui existe, c'est un principe qui existe depuis longtemps, depuis plus de 40 ans en France, qui a été mis en place vraiment à un moment donné pour soutenir la qualité architecturale sur tout le territoire. Et donc, c'est des associations qui se sont montées au fur et à mesure, un peu après la loi de 77 sur l'architecture, et qui concernent à peu près chaque département. Il y en a dans presque tous les départements de France. Et moi, j'en avais entendu parler à l'école d'archi, en fait, vers le milieu, fin de ma scolarité. Et puis voilà, et puis pas plus, ça ne m'avait pas plus fait réagir, si ce n'est que j'avais gardé en tête que dans l'émission, ils avaient ce truc qui s'appelle la sensibilisation à l'architecture. Et ça, c'est un terme qui avait un petit peu résonné, et puis voilà, j'avais mis de côté. Et après, j'ai bossé dans une agence pendant 12 ans, comme dessinatrice, ce qu'on appelle le poste exact. C'était dessinatrice projectrice, donc c'est-à-dire où il y a la question du projet. Et j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. Et puis après, à un moment, au bout de 12 ans dans la même structure, il y avait un peu besoin de changer. Et puis moi, j'ai eu une occasion particulière. En fait, j'ai arrêté pour pas mal de raisons, et notamment parce que j'ai été invitée à faire pour une résidence d'artiste, enfin une résidence d'écriture. Et pour moi, il était hors de question que j'ai dit, dans tous les cas, je le ferai. Quel que soit le prix, quel que soit le coût en termes de travail, si mon patron risquait de dire non, parce qu'il fallait que je sois disponible pendant un mois. Pareil, la famille, j'ai mis tout le monde au pied du mur, j'ai dit ça, ce truc-là, personne ne me l'enlèvera, je le ferai. Parce que c'était un aboutissement d'une recherche que j'avais faite l'année d'avant, et c'était un beau projet qui se passait en Finlande, où j'ai pu intervenir en 2012. Helsinki, la capitale de la Finlande, était capitale internationale du design. Donc pendant une année, ils avaient une quantité astronomique de projets, d'actions, de trucs. Tout le monde phosphorait sur cette histoire de capitale du design. Et donc du coup, je me disais, c'est là où vraiment, pour une fois, je suis légitime à proposer un projet qui soit à la fois sur l'architecture, l'écriture, la photo, etc., mais que mon statut d'architecte, même si je ne suis pas installée en libéral, vient appuyer encore plus. Et donc, j'ai eu un projet à faire par rapport à imaginer dans le métro d'Helsinki. Et je me suis régalée à faire ça. Et donc, ça a été cette résidence a été à la fois un point de rupture
J'ai quitté mon boulot et puis après, ça a été le point de démarrage. Pendant 2 ans à peu près, j'ai vraiment développé mon travail d'autrice en essayant de voir qu'est-ce que ça veut dire de travailler là-dessus vraiment, d'être dans la créativité. Et en même temps, le côté, moi, il y a quelque chose qui m'importait beaucoup, qui était le côté, j'allais dire, très professionnel, avoir un statut. C'est quoi tout ce travail-là et comment le développer. Et je suis rentrée au CAUE en fait par ce biais-là, parce que moi, j'habite à la limite entre deux départements, et donc j'ai fait une première année dans un département, le CAUE du département où j'habite, et puis après je suis allée voir aussi les autres juste à côté, et je leur ai dit je suis intervenante en tant qu'autrice autour souvent des questions d'architecture, donc peut-être que ça vous intéressera, et je sais que c'est une des missions, puisque vous avez cette mission de sensibilisation, et ça les a beaucoup intéressée. En fait, je suis rentrée par la petite porte comme ça, d'abord comme vacataire, et puis après, voilà, de fil en aiguille. Et maintenant, je développe à la fois des projets de sensibilisation avec le CAUE, et puis je fais ce travail d'architecte conseillère, c'est-à-dire qu'on fait du conseil qui est gratuit pour tous les particuliers, et puis qui est dans cette partie très intéressante, je trouve, où on doit comprendre quel est le projet. Et j'aime bien ce verbe, c'est dépatouiller les trucs. On met tout à plat et on réfléchit avec les gens en disant, bon voilà, alors vous avez ça. Visiblement, ça c'est un problème, ça c'est votre objectif, ça c'est... Ah, mais ça peut être intéressant. Ouh là là, ça par contre... Voilà, et des choses comme ça. Donc c'est de mettre à plat et de mettre notre pratique de la comment dire, de la réflexion, de la recherche, du questionnement. Et en même temps, finalement, on ne fait pas vraiment de projet. Normalement, on fait très, très peu. Enfin, on aborde à peine, c'est-à-dire qu'on peut donner des pistes, on peut faire des petites choses comme ça, mais on ne se substitue pas au boulot d'un architecte libéral qui, lui, est rémunéré, va faire un projet, va faire des esquisses, et puis toutes les missions qu'il peut faire. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît d'autant plus que d'un point de vue vraiment d'un point de vue politique, de positionnement dans la société, je trouve ça, je trouve que là, pour le coup, on a un rôle à jouer. C'est aussi pour la défense c'est ça, par exemple, le bien commun aussi, parce qu'en France, puis un peu partout, on est en train de tirer quand même à ce que tout soit privatisé et tout fasse de l'argent. Et nous, on n'est pas là pour faire des sous. On est prépayé par un système qui fonctionne bien, qui a ses défauts, mais qui fonctionne bien. On a X 0,0 sur une taxe qui est prise quand on pose un permis ou un permis de construire en France. Donc, on est alimenté par ça. Et en contrepartie, c'est un bien public. C'est un service, quasiment un service public, quoi. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Est-ce que l'intention initiale de ce service-là, c'est pour amener une certaine... C'est quoi l'angle? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est le bien-être de l'humain? Qu'est-ce qui est... Objectif. Je pense que c'est large, c'est tout ça. Parce que quand on dit, en fait, vraiment, je crois que c'est dans les statuts, la question de la qualité architecturale, en fait. On englobe ça sous cet objectif de qualité architecturale. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a probablement la beauté dedans, même si on ne peut pas trop la définir. Mais je pense que la qualité architecturale, elle est au croisement de toutes ces choses-là. C'est-à-dire il y a le bien-être, le fait que ce soit quand même adapté à la fonction initiale et le fait que ça dépasse cette fonction initiale. Moi, j'ai toujours appris à l'école et à travers les projets. Et quand je bossais... dans l'agence, c'était l'agence d'un archi qui est vraiment un très bon architecte. Donc, j'ai vraiment appris et je l'ai vu développer ça et remettre en cause des fois un projet 2 jours avant de le rendre parce que ça ne correspond. Il y avait un truc qui ne marchait pas. Et en fait, tout dedans marchait. C'est-à-dire que le client aurait été satisfait parce que chaque
objectif qu'il avait émis et sous-objectif était rempli. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui ne marchait pas et qui était d'un autre ordre. Mais pas que de la beauté esthétique, qui était probablement dans la fluidité, dans la comment dire, la coordonnance ou la coordination ou la conjonction entre la fonction, la forme du bâtiment, les déplacements dedans, les usages, son inscription dans le site. Enfin, après, on peut donner plein de dimensions et creuser ces choses-là, et c'est pas parfait, mais je pense que la qualité, elle regroupe tout ça. Alors après, nous, avec un conseil en 2-3 heures, parce qu'on fait un rendez-vous, ça fait 1h30, à la limite, on fait 2 rendez-vous, donc c'est pas... mais moi, j'aime beaucoup l'idée que c'est ce que je dis aux gens. À la limite, vous allez repartir avec plus de questions qu'en arrivant. Mais c'est tant mieux, parce qu'il vaut mieux se poser des questions avant le projet qu'après, une fois qu'on a investi, je sais pas, 5 000, 10 000, 30 000 euros pour tels travaux ou carrément une maison, et où on se dit, oh là là. Voilà. Donc en fait, c'est un travail qui me plaît beaucoup. C'est vrai comment... Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à cette vision-là que j'avais de l'architecture, puis je ne voyais pas ça comme un domaine qui m'était accessible. Tu sais, dans ma tête, c'était un jour, je vais être riche, puis je vais payer un architecte pour me faire une maison incroyable. Tu sais, j'accumule déjà des photos sur Pinterest de ma maison de rêve. Puis je commence à réaliser que cette maison de rêve-là vaut des millions et des millions de dollars, mais tu sais. Puis il y a une partie de moi qui s'est sentie vraiment alignée, puis apte à... Je sais pas, empowered. J'essaie de trouver le mot, je ne sais pas si tu aurais une équivalence, mais ce mot en anglais est très puissant. Tu sais, l'empowerment des gens en tout cas, mais je me suis sentie apte à créer mon propre environnement quand j'ai commencé à jouer avec des items dans la pièce. Ouais. Puis que j'ai accepté les contraintes. J'ai accepté que mon appartement montréalais classique, en long, certains murs, ils ne m'appartiennent pas, fait que je ne peux pas les enlever. Mais ça m'a libérée parce que j'ai dit, OK, ça, c'est la boîte. Comment est-ce que je joue à l'intérieur de la boîte? Comment je peux l'étendre un peu? Fait que j'ai inclus mon balcon. J'ai essayé de mieux aménager mon balcon. Puis, je me suis approprié un petit bout de jardin le trottoir. Comme à Montréal, les arbres sont entourés d'un carré de verdure plus ou moins grand. Des fois, il est minuscule, mais on dirait qu'avec le temps, ils font maintenant de plus en plus grand pour laisser l'espace aux gens de se mettre des fleurs ou quoi que ce soit. Fait que j'ai essayé d'étendre mon espace, mais reste que la partie principale de mon appartement est immobile, mais j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de liberté dans cet espace-là. Si on brise certaines conventions au niveau du mobilier, etc., etc. Puis j'ai comme réalisé que c'est ces petits gestes-là qui ont créé un certain momentum qui a rendu moins intimidant l'idée d'un jour avoir un habitat différent où là, je joue sur les murs puis l'espace, puis au lieu de penser à quelque chose de grandiose, on dirait que c'est le mini-geste au quotidien qui a insufflé en moi un dynamisme qui s'amplifie, en fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Ouais. Mais je crois que c'est la marge de manœuvre qu'on a de pouvoir agir. Parce qu'en fait, et puis même, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, tu vois, c'était la notion d'habitat, d'habiter, et qu'on habite toujours quelque part. En fait, il n'y a quasiment pas d'endroits qui ne sont pas habités par les humains. C'est-à-dire que même dans le fin fond de la campagne, moi, je vois, ici, c'est très rural, mais c'est très humain. Enfin, je veux dire, il y a des champs. Moi, ça m'a toujours touchée de voir des champs immenses, même s'il manque des haies, il manque des arbres, et que je vois bien que il y a une dimension comme ça qui est terrible aussi par rapport à, par exemple, l'agriculture intensive, comme ça, qui est très mono. Mais pour moi, j'y vois toujours le travail de l'humain là-dedans. Et donc, je ne peux pas juste cracher dessus, même si je suis vraiment contre sur certaines pratiques. Puis qui on est pour tout connaître. Mais en tout cas, il y a toujours... la notion de travail, du labeur, tu vois, vraiment, me touche beaucoup aussi. Et je pense que du coup, il y a vraiment... Enfin, voilà, on habite aussi l'école ou les lieux où on va souvent. Et je trouve c'est intéressant de voir quelle marge de liberté on a, quoi. Après, effectivement, on est peut-être
très peu libres d'aménager des choses dans notre magasin préféré. On ne peut pas venir déclarer un truc, mais voilà. Après, comme tu dis, d'être dans le mouvement. Voilà. En tout cas, moi, c'est d'ailleurs, pour juste, c'est peut-être une digression, mais en fait, je suis venue à vous écrire parce que j'avais lu un article qui avait été mis en ligne et partagé par une artiste canadienne, Andréane Dupuis-Gouret. Bourré ou Gouret, je ne sais plus. Et qui avait partagé votre article sur le bureau dynamique. Et j'étais très... j'avais parlé à tout le monde de cet article en disant, mais c'est incroyable, il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est comme si ça avait mis en lien ce qu'il était déjà pour moi, c'est-à-dire l'usage, le fait d'avoir un bureau, que le bureau est en lien avec des objectifs, vraiment de se dire, enfin, puis on y a été confronté pendant la période de confinement, de tous ces... Puis moi, je travaillais en permanence sur un ordi, et donc voilà. Donc toutes ces questions-là. Et d'un coup, c'est comme si c'était une nouvelle grille de lecture qui est de dire, OK, toutes ces contraintes, moi je travaille avec ces histoires de contraintes et de comment on prend de la liberté par rapport à une contrainte qui est là. Et d'un coup, il y avait le corps, il y avait les usages, il y avait les objectifs, il y avait l'aspect matériel et physique des choses. Et ce qui était évident pour moi, mais que je n'avais jamais formalisé ou énoncé, c'est que je m'intéresse à la relation du corps et de l'espace, et cette relation se fait par le mouvement. Et donc, en fait, j'ai jamais mis le mot mouvement au milieu. Et d'un coup, c'est comme si ça mettait juste une nouvelle grille de lecture sur la totalité de ce qui m'intéresse. Donc, c'est absolument, on va dire, c'est presque infini. Enfin, voilà, il y a... On peut le décliner de 1000 façons, mais d'un coup, d'en être à pas seulement regarder le corps et l'espace, mais aussi le mouvement, et de l'intégrer comme un sujet à part entière. Et pour moi, ça a été vraiment ça faisait, parce que je lis pas mal de trucs quand même sur ces questions-là, et je les travaille et je les croise, et d'un coup, c'était c'était vraiment quelque chose qui m'a apporté une nouvelle, enfin, c'était très rafraîchissant, très nourrissant, et j'étais enthousiasmée. C'est pour ça que je vous ai écrit, j'ai dit, mais voilà, faut que je le dise. Et ça me plaît beaucoup parce que je me dis, j'ai pas fini. C'est-à-dire que ça va être ça va nourrir plein de choses, juste parce qu'à un moment, j'aime beaucoup l'idée que, comme tu dis dans la démarche que tu as dit en introduction un peu, qu'il n'y a pas juste un résultat, mais que c'est le parcours qui va. On connaît cette phrase de dire le voyage, c'est pas que la destination, c'est aussi tout le chemin pour y arriver. Donc on le connaît, on le sait, mais de se dire que le mouvement, c'est notre voyage pour faire des choses, pour arriver à un truc, et qu'on peut considérer... J'aime beaucoup ce qui est dans votre site ou dans l'article, qui est de dire que le mouvement, même le plus un peu basique, un peu chiant, de se dire, voilà, j'ai encore ça à faire, et ben finalement de se dire, non, c'est un mouvement, et alors voyons-le comme ce bénéfice que c'est, quoi. Ça me plaît beaucoup, ça. Oh, mais merci, parce que c'est des personnes comme toi, pour vrai, qui nous inspirent, puis qui commencent à créer un univers dans notre tête. Puis on commence à essayer de l'expliquer, puis je me rends compte que plus, je sais pas c'est quoi la conclusion, mais j'ai l'impression qu'on a perdu une certaine connexion à l'espace parce que notre monde est dématérialisé aussi. Beaucoup de choses se passent par le web. Puis comme tu dis, la grille du mouvement, moi qui m'a été offerte par un Israélien qui s'appelle Ido Portal, je pense pas que je suis son public cible exactement. Il s'adresse beaucoup à des athlètes en arts martiaux, des acrobates. Il y a un niveau de capacité physique que j'ai pas pour suivre ces choses, mais c'est lui qui a mis le mot mouvement, puis qui a parlé de la culture du mouvement, que ça l'a allumé quelque chose dans ma tête. Puis par après, il y a une biomécanicienne qui m'a donné cette grille-là de voir le quotidien comme rempli d'opportunités de mouvement qu'on avait avant naturellement, puis qui maintenant, par justement le design puis l'aménagement de nos vies, ce mouvement-là n'a plus besoin d'être là. Puis si on revient à ton poème initial de cette bête-là en nous qui veut du confort, c'est que
dans la nature, l'énergie, c'est précieux. Fait qu'on va bouger, on va faire des mouvements, mais ça va nous donner quelque chose en retour. C'est pas toujours un calcul calorique, mais c'est on veut se nourrir, on veut s'abriter, fait qu'on va bouger pour créer ces choses-là. Mais on a aussi cet instinct profond-là d'économiser cette énergie-là durement gagnée. Puis le monde moderne est de plus en plus confortable, mais aussi nos vies sont numérisées. Puis, en tout cas, pour boucler la boucle de ma parenthèse, c'est l'exemple de la musique. Il a fallu que je réécoute des vidéos de musique, tu sais, d'un orchestre, puis de regarder le mouvement physique de chaque personne pour réaliser que la musique est aussi issue d'un mouvement humain par un objet, mais qu'aujourd'hui, on peut écouter de la musique synthétique qui a pu impliquer aucun mouvement, tu sais, que c'est quelqu'un avec son ordinateur qui a reproduit les sons, mais il n'y a plus de mouvement humain impliqué là-dedans, puis de dire « Ah, mais l'expérience vécue n'est pas la même », d'entendre des sons à partir d'un ordinateur. Avant, écouter de la musique, tu étais nécessairement dans le même lieu que la personne. Oui. Puis tu voyais son geste et tu entendais le son. Puis, en tout cas, c'est vraiment je vous verrai la porte à c'est quoi l'influence de notre compréhension de la musique, de la communauté, de l'espace, juste par le fait que la musique est rendue numérique. Mais en tout cas, je ne me suis pas penchée là-dessus, mais comme tu dis, quand il y a une nouvelle grille, on la voit partout. Toute notre réalité change en fonction de ça. Bref, en tout cas, parenthèse. Génial. Fait est-ce que tu peux nous donner des exemples? Cette phrase-là, que tu t'intéresses, la première phrase sur un site Internet qu'on voit, c'est questionner les liens entre corps et espace. Justement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a mené à écrire cette phrase-là? Puis, quel lien tu vois justement qu'on ne voit plus toujours maintenant? En tout cas, j'ai la question. En fait, c'est un peu ce qu'on a abordé. Alors, d'écrire cette phrase, ça a été un gros travail en fait, parce que j'ai depuis pas mal de temps un blog, et puis après je me suis dit, il me faudra un site, un truc où je maîtrise un petit peu ce que je veux mettre, et puis du coup, c'est pareil, je me dis, mais alors, un site, qu'est-ce que je vais mettre dedans, à part mettre la même chose que le blog, c'est-à-dire de publier, tiens, je travaille sur ça, ou tiens, il y a ça qui m'inspire, ou voilà, il y a ça qui va se passer, ou voilà. Enfin, c'est pas nécessairement sur des actualités, mais il y a aussi un peu tout le processus de création, ou de réflexion, voilà. Et puis je me disais, mais ça me suffit pas tout à fait. Et donc, j'ai fait une formation un peu comme un genre de bilan en me disant, bon, d'un point de vue vraiment artistique, comment est-ce que je peux arriver c'est compliqué, à mettre les choses au clair, parce que justement, je travaille sur toutes ces thématiques qui se rejoignent, qui se regroupent, mais qui peuvent être très différentes, et que si je ne les explique pas, quel est le lien entre tout ça ? Entre l'écriture, la photographie, l'architecture, l'espace, l'intérêt pour l'espace, les installations, parce que c'est un truc qui m'intéresse. Enfin, tous ces trucs-là. Et je me disais, mais je sais que si je rencontre quelqu'un et que j'ai un petit peu de temps pour me présenter ou quoi, j'arrive et on comprend le lien. Mais alors, si je ne suis pas là, est-ce qu'on comprend ? Et c'était un peu l'objectif de cette formation, qui était de dire, bon, ben ok, est-ce qu'il y aurait une phrase accrocheuse plutôt que de dire Pauline Sauveur, autrice, architecte, photographe, ou est-ce qu'il est nécessaire de le revendiquer partout ? Est-ce qu'il est nécessaire de chaque fois mettre ces 3 trucs, tout en étant important de le faire, mais peut-être pas à chaque fois ? Et est-ce que j'ai envie que ce soit ça qui me définisse à la seconde où on tombe sur mon site, par exemple ? Et donc, c'est là où il a fallu trouver une phrase, enfin, comment définir les choses en une phrase. Et finalement, c'était cette phrase-là, mais ouais, ça a été du travail de la trouver. Et au final, elle est pas complète, mais au moins, elle ouvre. Ça reste une phrase ouverte, quoi. Je me dis qu'il y a potentiellement, on peut y mettre sûrement pas mal de choses. Moi, en tout cas, j'y mets pas mal de choses. Et puis, je me dis que si ça accroche ou ça interroge ou s'il y a de la curiosité, voilà, c'est le but de cette phrase, quoi. Mais je pense que ça accomplit beaucoup de choses parce que je pense que les gens, pour la majorité de notre vie, souvent, on ne réalise pas ce lien-là entre le corps et l'espace. On ne réalise pas l'impact
de l'environnement sur nos émotions, sur nos mouvements, sur nos relations. Ouais. Puis, tu n'arrives pas avec des réponses. Tu sais, c'est pas Pauline Sauveur, experte de « j'ai des réponses à vos questions ». C'est plutôt que je questionne moi-même, puis ça finit jamais. Puis moi, je pense que ça résonne beaucoup parce que c'est ça, on se voit plus sur une quête infinie. C'est ça. que sur des solutions, oui. Mm-hmm. Oui, de dire voici les grands commandements de ma pratique. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça qu'on a en commun, cette envie-là d'explorer. Puis moi, la partie de synthèse est toujours plus douloureuse dans ma vie. C'est ça. Comme ouvrir, ça me dérange pas. Ouvrir la perspective, mais la refermer, je trouve ça vraiment difficile. Mais il y a des mots qui restent. Le mot questionner m'interpelle beaucoup. Parce qu'on est là, dans ces réflexions-là, puis vite, on fait un bilan là, en ce moment un peu annuel. Puis on essaie de reformuler ces phrases-là qui présentent notre univers. Parce qu'il y a un peu comme... On avait la même situation que toi, de dire si on a 5 minutes avec quelqu'un, on est capable de raconter une histoire qui fait du sens, mais si on n'est pas là, des fois, c'est difficile pour nous d'aller au cœur de ce qu'on fait. Oui. Mais tu me rappelles que des fois, c'est ça. Encore une fois, c'est pas toujours de donner les réponses, mais de poser les bonnes questions parce que c'est ça la quête qu'on veut faire vivre à quelqu'un d'autre. C'est de commencer à observer, puis... Ouais. C'est bien. Est-ce que tu as des ateliers en temps de confinement? Est-ce que tes ateliers ont... Parce que c'est quand même particulier quand tu es dans l'expérience vécue de ramener ça sur le web. Est-ce que tu as des ateliers de sensibilisation qui ont encore lieu, qui ont pu être numérisés ou c'est en stand-by? Non, en fait, avec le CAE, très vite, on s'est tourné vers l'idée de proposer quelque chose. Donc, j'ai créé je me suis dit, je vais juste reprendre tous les ateliers que j'avais faits et puis essayer d'en tirer à chaque fois un truc très simple que n'importe qui pourrait faire et de faire une espèce de fiche de jeu. Donc voilà, il y a eu ça a été du coup un travail qui a pris beaucoup de temps mais c'était l'occasion de justement, vu que j'étais en télétravail et que j'avais des dossiers à finir, mais pas tant que ça, et que surtout, j'allais pas revoir d'autres personnes rencontrer, parce qu'on travaille avec les particuliers, mais aussi avec les collectivités, et puis voilà, plein des professionnels. Et donc, en fait, ça a été l'occasion de développer ce fichier de jeu. Donc ça, c'est un truc qui a bien marché. Et puis, je me suis dit, on va s'appuyer sur une ressource qu'on a en France qui est très chouette par rapport au CAE. C'est qu'il y a un observatoire qui est alimenté à peu près, tous les CAE ne le font pas, mais c'est un observatoire en ligne, l'observatoire des CAE. Et dedans, c'est que des projets réalisés par des architectes et c'est que des projets réalisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de concours, il n'y a pas de projets qui ne sont pas encore... parfois, c'est en cours de réalisation, mais en tout cas, ils sont en passe d'être terminés, enfin réalisés dans la vraie vie. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a il y a toutes les échelles. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a des projets grandioses, énormes, je sais pas, de restructuration d'un quartier, de très gros bâtiments, très gros équipements. Et à côté de ça, il y a plein de petits projets d'une commune qui va faire, je sais pas, moi, des toilettes, un abribus, comme ça. Et ça me touche beaucoup parce que c'est important aussi, quoi. Et là, voilà. Donc, c'était une ressource qu'on voulait mettre en avant avec la collègue documentaliste. Et du coup, j'ai pioché, voilà, des photos là-dedans. Et puisque la photo, c'est un truc qui m'intéresse. Donc, dans ces fiches, il y a plein d'outils. C'est des idées de jeu, quoi. Alors, je les ai rédigées après coup. Vraiment, on a décidé qu'on s'adressait aux enfants. Tout en mettant que, voilà, il y a des fois besoin d'un coup de main parce qu'il faut pouvoir... il y en a qui sont presque sans outils, sans rien, et d'autres où soit il faut imprimer un support, soit il faut avoir du papier, soit il faut avoir une imprimante et un ordi, soit pas. Mais voilà. Donc ça, je pourrais te le faire. C'est ça, je me demande, est-ce que c'est accessible au grand public? Ah oui, complètement. C'est sur le site du CAE. Et puis sinon, mais j'ai le fichier qu'on peut mettre, je pense, en lien. Oui, avec plaisir. Mais c'est beau de voir aussi que, je ne sais pas comment c'était pour toi, mais c'est vrai, le confinement a amené, c'est une certaine pause. C'est une pause forcée, mais des fois, on en a besoin. Comme je réalise qu'on en avait besoin, puis c'est dans ces moments-là où
quand le train ralentit, là, le train-train quotidien, qu'on est capable de voir autre chose puis de concrétiser des projets. Des fois, c'est ça qui demande un certain temps de latence et de réflexion. Puis, génial. Est-ce que par rapport à tes projets à toi, c'est les gens, parce que c'est ça, il y a l'aspect pratico-pratique de s'immerser dans le monde de l'architecture en faisant des projets, en voyant des projets. Au niveau de ta pratique artistique, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour piquer la curiosité des gens? Alors, en fait, c'est souvent très pluridisciplinaire. Je ne sais jamais à l'avance comment les choses vont se déployer. Je pense que l'écriture, j'ai toujours mis l'écriture en premier, mais c'est possible qu'elle ne soit pas première, en fait. Je ne sais pas. En tout cas, il y a souvent l'envie d'écrire, de jouer avec les mots, d'aller travailler cette matière-là. Pour moi, c'est vraiment comme une matière, et puis c'est un domaine, et puis c'est un territoire aussi. J'aime beaucoup dans l'écriture tout ce que je ne maîtrise pas. Donc c'est à la fois, des fois, en termes d'écrire, la façon d'écrire, elle peut se développer. Je sais qu'il y a des textes, par exemple, qui pour moi maintenant peuvent être importants ou quoi, qui ont pu démarrer, mais n'importe comment, quoi. Par exemple, dans le train, je prenais des notes dans un carnet ou dans les notes de mon téléphone ou dans n'importe quoi, et d'un coup de sortir quelque chose, et en fait c'est comme une pelote de laine, et il y a ce fil, et si je tire un peu dessus, il y a plusieurs idées qui viennent, et j'aime bien justement travailler sur ce qui vient, c'est-à-dire un peu comme le texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas dans un... En fait, j'écris assez peu de la fiction comme peut-être écrivent les gens qui ont une idée de roman, un plan, des personnages, et qui veulent construire un univers. Moi, je suis plus pour la plupart des textes dans une sorte d'exploration que dans la construction de quelque chose. Alors, en même temps, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, on construit aussi. Donc. Mais peut-être plus dans l'exploration de quelque chose. Je sais qu'un autre élément qui était très important, c'était la question des sensations. Et c'est ça qui m'a fait relier les choses au corps. C'est que finalement, les sensations, les ambiances, les impressions, les émotions, je trouve ça très intéressant, comme ça peut passer par une certaine phrase ou par un... Voilà, il y a des... Moi, j'ai souvent des phrases comme ça qui m'ont touchée chez d'autres auteurs, qui réveillent quelque chose d'un coup. Donc ça, c'est un des trucs auxquels je suis sensible. Et après, en termes de projet, c'est très, très variable, ouais. Il y en a plein que je développe, on va dire, toute seule, d'un coup, je démarre quelque chose parce qu'il y a une idée ou une circonstance qui fait que c'est possible. Par exemple, pendant le confinement, les petits yeux, c'était vraiment pour faire quelque chose parce que je me sentais dans un état de non-créativité absolue, avec beaucoup, beaucoup de douleur, de tristesse, et j'étais assez mal. Moi, je l'ai plutôt très mal vécu, ce confinement. C'était pas du tout... Alors, heureusement, il y avait du boulot et je travaillais en télétravail, et j'ai travaillé plus que d'habitude, on va dire, mais il n'y avait pas du tout... Enfin, je l'ai pas du tout senti comme quelque chose de la liberté, ou même de temps libre. Okay. Ah oui. C'était vraiment subi et difficile, et pour moi c'était très angoissant, pour tout le monde, pour les gens, pour les gens sensibles ou fragiles qui sont proches, des choses comme ça. Voilà, mais tout en étant dans des bonnes conditions, hein. J'avais effectivement une maison, un jardin, et pas contrainte comme certains, donc vraiment consciente de ça aussi. Et donc les petits yeux, c'était quelque chose je me disais, vraiment très minime, pour mettre des petits yeux sur des objets, et puis les prendre en photo. Donc voilà, ça c'était
Donc parfois c'est juste un geste comme ça qui au début est une idée, et puis je me dis bon ben ok, allons-y, allez, on va faire, on va développer, et on va en faire plein pour que je pense que l'idée de faire beaucoup de choses, de produire beaucoup de choses, ça produit beaucoup. Alors tout entre guillemets parce que c'est pas non plus énorme. Enfin au final il y a une centaine de photos que j'ai sélectionnées sur les autres, donc il y en a un peu plus. Je me dis, ça, voilà, en tout cas, ça justifie la recherche, le fait de le faire plusieurs fois. Dans l'écriture, c'est un peu pareil, d'écrire plusieurs pages et après d'en enlever, d'en enlever, d'en enlever. Alors, j'ai appris aussi à rajouter, parce qu'au début, j'avais vraiment cette méthodologie presque, enfin, c'était presque... C'était très, très, très ancré, c'est-à-dire j'écris beaucoup et après j'enlève. Je fais que ça. Et des fois, j'enlève vraiment beaucoup jusqu'à... Je me dis, j'aime aussi enlever des fois les mots de liaison, enlever l'adjectif, enlever le complément, enlever les choses qui font qu'on comprenne, quoi, de racler aller jusqu'à l'os de la phrase. Le risque, c'est qu'on ne comprenne plus. C'est la limite. Mais c'est très intéressant comme exercice. Et j'ai appris qu'on n'est pas obligé de faire que ça. Et je peux aussi faire ce que je faisais souvent à l'école, hein, de broder. C'est-à-dire de rajouter des choses. C'est-à-dire qu'au début, je devais avoir quelque chose, un rapport un peu superstitieux à l'écriture, en me disant si c'est pas dans le G qui a été écrit au tout début, peut-être que ça va être moins bon ou moins justifié ou moins nécessaire et donc moins, que ça ait moins de valeur. Bon, maintenant je pense qu'il faut être libre hein, des deux et puis il faut questionner les deux postures et voilà, donc ça c'est en écriture. Puis les petits yeux, dans le fond, peux-tu juste approfondir juste un peu sur ce projet-là? Je partagerai après moi ce que ça me fait réaliser, mais c'est ça, les petits yeux, tu as mis des yeux sur les objets. Puis comment ça l'a grandi justement après ça en photo? Qu'est-ce qui s'est passé? Même en toi, comment ton idée initiale s'est transformée? Alors, l'idée, en fait, c'était un copain qui avait fait une série photo comme ça, en mettant des petits yeux sur des objets. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire pareil. J'ai un sachet de petits yeux que j'ai acheté il y a 5 ans. Et j'ai découvert en ouvrant le sachet, non, c'était pas il y a 5 ans, mais quasiment, qu'en fait, ils n'étaient pas autocollants. Donc, il fallait que je fasse des tout petits bouts d'autocollants parce que c'est des yeux qui sont minuscules de la taille du... J'avais 3 formats ou 4 formats différents. Et donc, c'est les petits yeux où il y a la pastille noire qui bouge dedans, qui sont un petit peu bombés, qu'on trouve un peu sur un peu comme ceux qui a des fois été sur des jouets ou des choses comme ça. Et j'aime beaucoup l'idée que le visage, enfin un regard et un visage, il suffit de 2 yeux, un nez, une bouche. Et je me suis rendu compte que avec les objets, l'idée c'est qu'il y a juste, je mets 2 yeux sur quelque chose qui peut-être évoque le nez, ou peut-être une espèce de triptyque, le T comme ça que forme le visage, et que finalement, on le sait, hein, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de photos comme ça où on reconnaît un visage dans l'image, les paraïdomies, non, je ne sais plus comment, je ne sais même plus le terme, je retrouverai. Mais voilà, je me dis, c'est juste accompagner ça, quoi. En fait, c'était... Et puis, faire avec ce que j'ai sous la main. Et au final, c'est aussi créer, ou comment dire, matérialiser l'esprit des objets, en fait. Parce que je me sens... Enfin, oui, c'est-à-dire que pour moi, l'esprit, par exemple, d'une maison, comme tu parlais de l'ambiance positive ou négative, de se sentir touché ou pas, et ces choses-là, c'est quelque chose que je ressens assez vite. Et c'est vrai qu'il y a des objets que j'aime beaucoup, qui me touchent, mais des fois, c'est en raison d'un souvenir, des fois, c'est en raison de vraiment autre chose, des fois, c'est inexplicable. Mais voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour les objets. Je suis assez vite touchée par ça. Donc, c'était une manière de les rendre visibles, en fait. Voilà.
Voilà. C'est fou parce que c'est exactement comme ça que je l'ai reçu. Je pense que, encore une fois, on revient à un thème qui était là, qui était présent, mais c'est l'enfant en nous. Comment, quand on est enfant, tu sais, je pense que c'est pour ça que le film Toy Story a résonné dans tellement de monde. Le nombre de fois qu'on s'est demandé si nos jouets bougeaient quand on ne regardait pas. Mais en vieillissant, comme cette idée-là que les objets ont des esprits, ont une certaine âme, ils ont une histoire, on dirait que c'est pas quelque chose qu'on adresse sans dire que c'est un peu ésotérique ou que, tu sais, c'est... Puis, on dirait, moi, ce qui m'a donné réellement la permission d'assumer ça, c'est quand j'ai lu le livre de Marie Kondo, puis qu'elle remerciait ses objets, mais aussi qu'elle a une façon de plier les bas pour pas les froisser, mais pas en termes physiquement créer des plis, mais comme pour leur laisser la place ou certains vêtements, de leur laisser la place de respirer. Tu sais, puis là, j'étais, OK, wow, on dirait qu'elle parle de quelque chose qui est vivant. Oui. Puis ça aussi, ça a un peu affiné ma perception de comment mon environnement influence, comment je me sens, comment je me comporte, puis d'avoir un certain respect pour les objets, puis de m'entourer de choses que j'aime parce que ça va me faire sourire. Puis des fois, il y a des choses qu'on aime moins, puis c'est correct de les laisser aller. Mais encore une fois, Marie Kondo, dans sa pratique, c'est de leur dire merci, puis comme une formule d'au revoir. Puis je me disais, c'est sûr qu'il y a des gens qui lisent son livre qui ne résonnent pas du tout avec ça. Mais moi, l'enfant en moi s'est dit, je le savais, je le savais. Mais bon, puis une question pour ça. Fait que j'apprécie ta sensibilité comme ça, mais aussi ce que j'ai vu, c'est à travers ton œuvre, visiblement, je me disais que tu étais quelqu'un de sensible avec beaucoup de nuances émotives, mais ce qui transparaît dans tes œuvres, c'est, moi, je trouve, une joie de vivre. Fait que quand tu m'expliquais que ton confinement a été difficile, j'étais un peu surprise dans le sens où je trouve que même ce qui a émané de ça, comme les petits yeux, c'était joyeux. Tu sais, puis ça m'a donné un certain élan, une certaine envie de moi aussi faire des projets très simples que je peux simplement nourrir. Puis que le petit geste, on dirait que tu donnes du sens ou de la valeur à un petit geste. Moi, j'ai trouvé ça beau. Fait, une de mes questions pour toi, c'était est-ce que cette joie de vivre-là, c'est un choix conscient? Tu sais, justement, quand on est face à une palette émotive, qu'on a de la tristesse, de la souffrance, est-ce que consciemment, tu décides d'aller vers la lumière versus vers les places plus difficiles? Je ne sais pas comment. Oui, alors moi j'ai souvent peur d'être trop noire, donc ça me réjouit à chaque fois que ça ne soit pas trop. Si j'ai l'impression d'écrire de façon souvent sur des aspects difficiles ou négatifs ou noirs ou que c'est ces choses-là qui me oh là là, il faut que j'écrive, enfin qui font partie des moteurs donc si on y voit autre chose, ça me va très bien. Effectivement, je pense que ce qui m'intéresse souvent quand il y a plein de projets ou des fois, enfin plein de fois où quand on m'a dit mais qu'est-ce que tu cherches dans tes photos et qu'est-ce que tu cherches parce qu'il y a un projet au long cours par exemple où il y avait énormément de photos et puis il allait falloir faire ce qu'on appelle un editing, ça a vraiment sélectionné et la question que je me pose mais que je m'étais pas formulée, c'était qu'est-ce que tu cherches dans tes photos, et souvent je dis c'est la lumière, c'est le regard. Donc peut-être que la joie, ça vient de cet aspect lumineux qui m'intéresse. Avant, je faisais que des photos d'architecture, en fait. Avant en tout cas, les premières photos que j'ai faites, c'était des photos d'espace, d'architecture, où il y a les lignes. J'aime énormément l'architecture hyper sobre, hyper... voilà, des choses très, très... comme ça hyper épuré, et en même temps je me rends compte que souvent ce qui me touche c'est l'inverse. Alors que je vais vers ça naturellement. Je trouve ça très beau, je trouve ça passionnant. Voilà, quand je faisais au début des photos d'architecture, de lieux, voilà, j'ai pu faire des photos d'une usine, une cimenterie par exemple. J'avais l'impression de courir partout, j'étais émerveillée par toutes ces lignes, tous ces objets, sans même y voir peut-être le truc qui est soit abîmé, soit vieux, soit très crasseux, parce que moi j'y vois des espèces de correspondances de couleurs, d'angles, de vue, comme des perspectives inversées, des choses comme ça. Enfin, ça m'attire l'œil. Et au bout du compte, en fait, comment dire,
Je me rends compte que l'exact inverse m'intéresse aussi. Mais c'est à chaque fois un peu comme tu vois, un sursaut ou une découverte. Par exemple, quand j'ai travaillé avec une revue, j'avais une espèce de résidence numérique et qui me disait, bon, les gens qu'on accepte en résidence, ils ont un projet, ils vont travailler dessus, ok. Et puis, vous faites un carnet, un petit carnet en papier. Alors, il peut être numérique, mais au départ, l'idée, c'est physique. Et le carnet, à la fin de la résidence, on leur donne. Donc, on l'a plus. Et j'ai dit, ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien cette perspective de vraiment faire quelque chose à fond. Et puis après, on l'a plus. Je l'aurais scanné, j'aurais des traces, enfin, mais j'ai plus le carnet. Et donc, j'ai dit, OK, moi, je vais commencer mon petit carnet. J'ai écrit à la main, donc tout était écrit en anglais, OK. Et puis, j'ai collé des photos dedans, des photos qui m'intéressaient. Alors, j'ai retrouvé des vieilles photos qui m'avaient marqué. J'ai essayé de retrouver le nom des auteurs ou des autrices. Et puis, voilà, j'étais sûre d'avoir plein de photos d'architecture, plein de photos comme ça, les trucs. Mm-hmm. Et je regarde, il n'y avait que des gens. Et j'avais un lézard. Et presque tout le monde était de dos. Et je me suis dit, oula, c'est quoi cette histoire? C'était vraiment, alors que quand je les ai découpés, enfin voilà, et il a fallu que je les mette toutes ensemble sur la table et que d'un coup, c'est là où ça m'a interpellée. Et c'est là où j'ai compris que ce qui m'intéresse, c'est le regard, une personne de dos, c'est quelque chose qui me touche énormément dans une image, mais vraiment beaucoup, qui me bouleverse. Probablement parce que avec des infimes, vraiment même pas des indices, quoi. C'est même pas des détails, c'est des indices. On peut imaginer, on peut se projeter dans sa sensation qu'il a. Quelqu'un qui a peut-être l'épaule un peu décalée, alors est-ce qu'il est un peu... Voilà, peut-être il est assez tranquille. Ou si on sent des épaules crispées, on se dit, bon, ou alors au contraire, si c'est ouvert et puis c'est face à... Et en fait, on voit ce qu'il voit. Et donc, c'est comme c'est de nouveau cette histoire d'invitation, de regard. Et voilà, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, qui m'intéressait et je pense que le corps humain est rentré dans mes photos par ce biais-là. Parce que voilà, j'ai commencé à vraiment rechercher des photographes qui me touchent. Et puis effectivement, les photos qui me touchent, les gens se sont retournés. Après, on peut les voir aussi et être dans un espèce de dialogue imaginaire, mais réel. Parce que c'est vrai que l'architecture, les images qui me viennent en tête, souvent, il n'y a même pas d'humain dans les images. Il n'y a pas d'humain. Comme récemment, je suis abonnée à une infolette sur l'industrie du bien-être, là, mais c'est vraiment, c'est une belle, c'est The Wellness Institute, tu sais, je me rappelle. Puis ils ont du beau contenu parce qu'ils adressent le bien-être vraiment de manière holistique comme j'aime, mais aussi de l'angle du tourisme, de l'architecture. Puis ils expliquaient que l'industrie l'architecture, la maison se redéfinit. Qu'on est plus axé sur la santé et les espaces multifonctionnels. Fait que, tous les thèmes m'intéressaient. Puis là, ils renvoyaient vers des articles où c'était des maisons de ultra riches, là, genre qui expliquaient que les gens s'aménageaient des bains de boue personnels. Puis c'était des grandes vitres qui doivent, je ne sais même pas combien ça vaut, des vitres comme ça, des milliers, pas des petites fenêtres, des grands. Puis là, puis il n'y avait pas d'humain dans l'image. Fait qu'on parle du bien-être humain, mais on voit juste une scène. Puis peut-être que je suis en partie l'audience, mais comme tu dis, c'était vraiment difficile pour moi de m'imaginer dans cet espace-là parce que j'y étais pas invitée par un autre humain puis parce que ça ressemble pas du tout à ma réalité. Fait que j'étais pas capable de me transposer dans cette scène-là. Puis il y a quelque chose c'est un questionnement constant avec Renard de dire quand on montre une image, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se dire « Ah, je peux faire partie de ça. » Ou c'est pas exactement comme chez moi, mais c'est dans le même... On est sur la même planète. On est sur le même espace. En tout cas, bref, fait que je peux comprendre comment c'est beau de retracer au cours de notre discussion comment ta pensée évolue puis ce qui est rentré dans ton univers pour t'amener entre le bâtiment et la personne dans cet espace-là. Mais bref. Est-ce que je trouve ça beau aussi de ce que je retiens là, après toute cette discussion-là, c'est à quel point ça fait du bien de se replonger dans une approche créative qui n'a pas les réponses d'avance ou qui ne cherche pas à établir une finalité et de se forcer un chemin. Puis
pour vrai, c'est un cadeau que tu m'offres aujourd'hui parce que je suis dans ces réflexions-là de dire ça va être quoi notre approche, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer avec Renard. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde hyper structuré, de par nos bâtiments, de par les processus en entreprise ou dans le milieu scolaire, on cherche un cadre, mais on arrive au point où le cadre nous étouffe physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Puis pour renverser ça, il faut valoriser l'exploration puis le questionnement, puis poser des questions avec toute l'anxiété que ça représente de ne pas savoir la réponse, mais d'avoir confiance que quelque chose va émerger de significatif. Puis c'est un peu comme toi tantôt quand tu disais, j'avais de la misère à dire tout ce qui reliait ces choses-là, parce qu'initialement, tu le faisais de manière plus intuitive, mais après des années de travail, tu as devant toi un portfolio entier qui fait du sens. Il y en a un sens, même si ce n'est pas ton cerveau rationnel qui l'a décidé d'avance, tu sais. Fait que ça revient encore pour moi à ton poème de tantôt. Les deux personnages qui ont émergé quand je t'écoutais, c'était la bête indomptable qui veut de l'abondance puis du chaos, puis l'esprit rationnel. Tu sais, ça revient souvent à ça, toute la spiritualité, mais l'esprit rationnel qui veut de l'ordre et d'apaiser les choses. Et bref, en tout cas. Mais... Oui. Puis je pense qu'on est dans une phase, si on ramène ça au mouvement puis au corps, où le corps a plus beaucoup de liberté. On ne se donne plus la permission de bouger dans nos espaces nous déterminent nos mouvements plus que l'inverse. Oui. Puis ça fait du bien de se rappeler qu'on est apte à changer ce qui nous entoure, puis que la première étape, c'est pas un protocole d'architecture compliqué, c'est juste de regarder ce qui nous entoure. Et je dirais même de regarder et puis peut-être je trouve très intéressant à chaque fois de changer de point de regard aussi. De s'asseoir par terre ou de se mettre debout sur une chaise. C'est un truc que je fais par exemple dans une classe, même si on n'a qu'une heure, si on a mal la possibilité, par exemple, je dis tout le monde s'assoit sur sa table. Et d'un coup, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne en fait et on met les pieds sur la chaise. Et donc, ça veut dire qu'en fait, au lieu d'être face au tableau, on est face à l'arrière de la salle. Et en fait, ça change de point de vue, bien sûr. Ça change de hauteur. Et finalement, ça change plein de choses. Et puis, ça fait tellement plaisir de s'asseoir sur une table. Moi, je passe mon temps pour faire les lectures. À chaque fois, je demande si je peux m'asseoir sur la table du professeur. Et dans la cuisine, je suis assise sur le plan de travail parce que je trouve que c'est intéressant d'être un peu en hauteur. C'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup ça. Donc... je me dis, c'est des petites choses toutes bêtes qu'on ne s'autorise pas nécessairement, mais pourquoi pas si c'était le conseil que j'avais, pour réfléchir à son espace à soi, vraiment dans sa maison ou dans le lieu qu'on habite, de chercher 2 ou 3 points de regard différents et puis de voir ce qui nous touche ou nous intéresse ou pas, quoi. Oh my, tu me donnes tellement envie d'adresser un autre projet. Je manque pas d'idées, mais il y en a qui, des fois, le temps, comme à un moment donné, le temps vient de le matérialiser, mais tu m'incites vraiment à adresser l'aspect de le plancher. Un des thèmes prochains que j'aimerais vraiment travailler, c'est le plancher comme lieu de vie. Oui. Où je pense que l'homme, on adore les cabanes dans les arbres. Je pense qu'on a envie de surélever notre regard. Mais ce qui est particulier de nos environnements, c'est que maintenant, tout est rendu à la disposition de nos fesses ou de nos mains. Tout est facile d'accès. Puis on veut s'éloigner du plancher qui est vu comme sale. Il y a quelque chose aussi dans la hauteur qui inspire une certaine hiérarchie sociale. Puis le plancher, c'est ce qui est de plus bas. Puis l'idée de s'asseoir à terre ou dormir à terre, selon le contexte, serait très mal vu. Mais c'est vrai qu'on oublie que les enfants, leur regard sur le monde est beaucoup plus bas, puis que le plancher est, dès le plus jeune âge, là, un espace de vie, puis que plus on vieillit, plus on s'en éloigne. Puis qu'un exercice à faire, c'est de se donner la permission de s'asseoir puis de vivre au sol. Puis qu'il y a encore des cultures qui le font, puis qu'on ne voit pas la vie de la même façon, réellement. Fait que je voulais faire une ode au plancher, au sol. Oui. Il y a un truc qui va bien avec aussi, c'est que j'avais fait une conférence sur le quotidien exotique à travers les objets français et finlandais, justement, pour voir un peu les choses qui
qui se percutent, c'est-à-dire c'est les mêmes, c'est une culture occidentale, on a quand même en gros un peu les mêmes schémas de fonctionnement des maisons et tout ça. Et il y avait un truc très très différent, c'est les chaussettes. C'est-à-dire qu'en Finlande, en France ça se fait, hein, ça se fait un peu partout et ça se fait dans plein je pense, de civilisations, et même où ça se fait vraiment. C'est-à-dire qu'on enlève les chaussures et on est en chaussettes et on a les chaussettes tricotées qui sont un peu comme des chaussons, mais c'est des chaussettes. Alors c'est glissant, ça s'use assez vite et quand on est invité, on n'a pas ces chaussettes tricotées, on a nos chaussettes qu'on avait dans nos chaussures. Et en fait, c'est très marrant que, quelle que soit la hiérarchie des gens, entre eux, quand on va chez quelqu'un, on enlève ses chaussures. Donc, on se retrouve en chaussettes. Et je me rappelle avoir discuté, parce que quand j'avais été invitée, c'était avec l'Institut français, et donc il y avait le directeur à l'époque de l'Institut qui me dit oui, et on a été invité chez, je crois, je sais pas, l'ambassadeur peut-être en Finlande, enfin bref, il y avait un des ambassadeurs, peut-être il y avait l'ambassadeur français, j'en sais rien, et il dit on s'est tous retrouvés en chaussettes, et c'était très étrange comme expérience pour des Français, alors que pour les Finlandais, c'était normal. Et qu'il y a tout, du coup, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'en Finlande, les planchers sont en bois et il y a peu de carrelage. Il y a beaucoup de tapis parce que justement on est pieds nus ou en chaussettes et que donc on a froid aux pieds en hiver si c'était très froid et que le tapis du coup c'est un truc qui crée une zone et ça crée, c'est-à-dire que juste en déroulant un tapis il y a un espace et un autre et que c'est la force de ces objets-là qui sont très 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 humbles d'être accueillant, de réchauffer, d'être une invitation où on peut s'asseoir justement plus facilement par terre s'il y a plein de tapis que si on n'a pas du tout, par exemple, et qu'on n'est que sur du carrelage, même si on a une grande surface. Et toute cette question du sol, ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ah, c'est magnifique. C'est ce que j'adore aussi de m'intéresser à ces petits gestes-là, c'est que tu te rends compte que le geste a du sens dans un contexte culturel. Le corps, le mouvement, à mes yeux, depuis que la santé publique essaie de faire bouger plus les gens, ont développé la sphère de l'activité physique, de l'exercice, dans un espoir de ramener du mouvement dans nos vies. Puis cette mentalité-là, poussée dans certains extrêmes, on voit l'activité physique comme juste un geste mécanique, dissocié de tout contexte. C'est cette idée-là que tu isoles un muscle. Il y a même des objets pour muscler ses doigts, là, ou sa mâchoire. J'ai des pubs d'objets pour muscler sa mâchoire. Puis on va inventer chaque objet pour chaque petit muscle même. Puis on dirait que là, de repenser à c'est quoi la place du mouvement dans une journée normale, bien, ça nous oblige à se dire, bien, le mouvement existe seulement en fonction d'un contexte. Puis en ce moment, il y a un gros dossier qui me prend des mois à faire, mais c'est le lit. Le rapport au mobilier, la plateforme surélevée, le matelas, l'oreiller, il y a plusieurs facettes, mais aussi ce plancher-là que certaines cultures dorment encore au sol, ce qui en Occident, pour nous, serait étrange. Mais encore une fois, parce qu'on a un regard sur le monde qui est teinté par notre expérience, puis que l'idée de dormir sur le plancher, à part en camping, c'est pas évitant, c'est pas confortable, c'est pas nécessairement respectable même. Mais qu'est-ce qui fait que cette pratique-là, dans un autre contexte, c'est tout à fait normal, tu sais? Questionner cette norme-là, puis comment briser, créer des mini-fissures dans ces lunettes-là qu'on porte sur notre quotidien pour dire qu'il y a autre chose ailleurs, puis c'est possible peut-être pour toi. Tu n'as pas besoin de le faire, mais sache que ça existe. Tu as la permission de faire les choses autrement. Je pense que... Ouais. C'est ça. Je crois qu'on a besoin de se donner la permission, en fait, aussi beaucoup. Hein. J'ai l'impression, en tout cas. Puis même ne serait-ce que d'imaginer que c'est possible, ouais. C'est nourrissant aussi, je pense. Fait que les gens qui suivent tes ateliers, donc des enfants jusqu'aux adultes, c'est quoi les témoignages fréquents que tu reçois, le feedback que tu reçois après avoir vécu l'expérience avec toi? Eh bien, justement, j'en ai assez peu. Les réactions spontanées quand ils sont avec toi. Alors, souvent, ce qui est intéressant, moi, j'aime beaucoup deux choses, c'est de voir, d'assister au moment où d'un coup, il y a les yeux qui pétillent et où il y a le truc où on se dit « Ah ouais !»
Et je vois un enfant ou un adulte qui, d'un coup, comme s'il y avait un truc qui avait du goût et de se dire, ah ouais, ça, je peux le faire, ou ça, c'est marrant, ou ça, je peux écrire là-dessus, ou ah, cette phrase-là, ou d'être touché, et puis voilà, ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Souvent, ce qui se passe quand même, c'est que globalement, quand j'interviens dans des classes, par exemple, il y a toujours des petits moments comme ça très précieux. Et en plus, ça a le bénéfice de faire un peu un reset pour les professeurs qui ont l'habitude, qui ont les relations avec leurs élèves par rapport au travail scolaire qui est nécessaire et qui n'est pas toujours simple et qui donc, je pense, mais inévitablement, on est tous pareils, on a une idée ou une vision de tel gamin ou telle personne fait ceci ou fait cela, quoi. J'allais dire que les professeurs, mais en fait, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ce qui va souvent avec les projets, on dit qu'il y a un temps de restitution. Et c'est un côté un peu, on va dire, dans le processus, un peu, voilà, c'est entériné. Il y a un projet artistique, on fait il y a un déroulé, des ateliers ou autre. Et puis après, il y a une restitution. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce moment-là, c'est quand même aussi un retour sur ce qui a été fait. Et que ce soit les professeurs et même les élèves entre eux, ils se rendent compte du travail qu'ils ont effectué et les professeurs se rendent compte que tel ou tel enfant pour lequel ils avaient une idée de machin a pu, c'est très bateau, hein, a pu se révéler très créatif ou imaginatif et que d'être un petit peu moins déterminé. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui a lieu à peu près à chaque fois. Alors après, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est souvent voilà, ça. Et puis après, l'enthousiasme, moi j'aime beaucoup quand j'entends, parce que j'arrive souvent avec au moins 2 sacs de livres, à un moment ou à un autre, on les étale et on les regarde. Et j'essaye de ne pas en parler parce que je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures et que chaque fois j'amène des livres auxquels je tiens, mais vraiment beaucoup. Donc, l'avantage, c'est que il y a plein de choses intéressantes. Moi, j'aime beaucoup les livres de photos ou de créateurs, et puis même en littérature, des choses où il suffit d'ouvrir une page et d'un coup, on se dit « Ah ouais, ça c'est intéressant ». Et des fois, j'entends deux élèves ou 2 étudiants qui en parlent et puis qui rient, et puis il y en a une qui lit une phrase à un autre qui lit un truc, ou quelqu'un qui est très concentré. Tous ces trucs-là, ça me touche beaucoup et je me dis bah c'est super parce que c'est ça ce que je voulais, c'est fait. C'est-à-dire que l'invitation, elle a été prise. Mais les gens se sont appropriés ce que j'ai amené ou pas. Mais voilà, généralement, j'amène suffisamment pour que j'espère tout le monde ou à peu près tout le monde y trouve quelque chose. Ah, je trouve ça génial. J'ai noté le mot « les petits moments ». Les petits moments, puis tu l'as dit 2 phrases plus tard. Fait que, tu sais, cette importance-là des petits moments qu'encore une fois, on sent que le quotidien devient banal ou que ces petits gestes-là sont plus importants, mais c'est l'énergie créatrice est dans ces petites choses-là. La curiosité est là à petite échelle, puis de moins viser le grandiose que de plus nourrir ce qui nous habite. Tu sais, c'est ce qu'on habite. Ça, on revient au thème de l'architecture. C'est ça. C'est vraiment central. Hein? Ouais. Donc, oui, en préparation à notre discussion, tu avais préparé, c'est ça, une liste de références. Oui. On a vu que le temps avait passé et qu'on n'aurait pas nécessairement le temps aujourd'hui de toutes les présenter, mais pour les gens curieux je suis sûre que tu as ouvert des portes, tu sais, peut-être initié à un nouvel univers qui vont vouloir en savoir davantage. On va mettre les références sur le site web. Mais j'ai aussi l'intuition qu'on va rester en contact, qu'on va se reparler. Fait que peut-être que ces livres-là vont nous accompagner dans une prochaine discussion. Puis ce que je peux faire aussi, moi, je vais les regarder, c'est certain, puis peut-être en choisir un pour le club de lecture qu'on a, la section bibliothèque, justement. Nous, on a une biblio, elle est juste là pour les gens qui veulent naviguer puis laisser aller leur imagination sur découvrir des livres qui nous ont inspirés. Fait que dans ceux que tu partages, je mettrai en lumière ceux qui ont résonné. Puis, volontiers. Voilà. Les gens qui veulent te suivre. Alors, j'ai un site, paulinesauveur.fr, et il y a plusieurs catégories. Il y a
on peut trouver à la fois des présentations des projets en cours, des présentations de séries de photos. Il y a des trucs que je fais au long cours, c'est-à-dire que je vais les continuer. Je sais que c'est des thématiques. Par exemple, le projet qui s'appelle Les chaises sont des fenêtres comme les autres. Ça, c'est quelque chose que je vais continuer. Voilà. Il y a dedans une partie blog, donc où il y a un peu plus des choses moins en lien avec un projet ou un autre, mais peut-être juste des choses que j'ai envie de partager à un moment donné ou d'actualité. Et puis, il y a la partie aussi action, on va dire, ou le fait d'intervenir d'intervenir, du coup. Est-ce que c'est en classe ou pas? Des fois, ça peut être d'autres cadres. Voilà. Et il y a une rubrique Contactez-moi, il y a une newsletter, il y a tout ça. Après, je suis aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais j'ai tendance à m'en éloigner un petit peu parce que je suis très insatisfaite ces temps-ci de ce qui s'y passe et de ce que je ne partage plus ou pas ou mal là-dedans. Et d'ailleurs, ça a été un sujet de travail avec Laurent Héroux, qui est un écrivain avec qui j'ai monté un collectif. Et on a écrit 11 épisodes justement sur notre relation à Facebook notamment, qui sont publiés. C'est des chroniques en fait qu'on a publiées sur enfin, il y a un site qui nous a accueillis, un site de littérature contemporaine qui s'appelle remue.net, qui est une espèce d'immense territoire avec énormément d'articles, énormément de choses passionnantes et intéressantes, des résidences, des gens qui écrivent des articles ponctuels, qui partagent leurs recherches. Donc, c'est vraiment lié à la littérature contemporaine. Voilà, donc on peut, en tapant Pauline Sauveur là-dedans, on peut trouver aussi ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Oui, fait que c'est ça. Ton site est vivant. Fait que les gens tu le maintiens à jour, fait que les gens vont savoir sur quoi tu travailles. Les projets passés, mais aussi sur ce que tu fais en ce moment. Puis pour ton travail d'intervenante, si j'étais dans le même pays, je me déplacerais pour venir à un de tes ateliers, c'est certain. Oui. Fait que là, c'est plutôt pour les gens qui seraient dans ton coin. Quelqu'un pourrait t'embaucher comme intervenante ou trouver tes ateliers puis y participer, si je comprends Tout bien. à fait, oui. Okay, alors après, moi, j'en organise pas moi-même. C'est toujours dans le cadre d'une invitation. Souvent, c'est parce qu'il y a une résidence ou des choses comme ça. Et sinon, c'est genre une association qui me fait venir ou un centre culturel ou un organisme voilà, qui fait intervenir. Et après, voilà, un festival, un salon du livre. Enfin, il y a différentes occasions comme ça. Parfait. Est-ce que ces apparitions-là, toi, tu les présentes sur ton site ou sur les médias? OK. Généralement, je mets à peu près tout un petit peu avant. Donc, j'ai une newsletter qui est occasionnelle. Okay. Et du coup, qui est très longue avec beaucoup de liens et beaucoup de choses. Voilà. Donc, généralement, c'est à peu près annoncé. Si on veut, s'il y a quelque chose qui se passe, on est au courant un petit peu avant. OK. Parfait. Et merci encore. Je pense que je ne vais pas arrêter de te remercier parce que je me sens optimiste puis motivée. Non, j'aime pas le mot motivée. Enthousiaste. Ah, super, c'est bien ça. À nourrir mes idées. Ces petites idées-là des fois, peuvent sembler anodines. On dirait que tu me donnes l'énergie, tu me donnes envie de le faire puis de continuer à explorer. Alors ça, c'est un super compliment. Merci. Merci aussi de cet accueil et de tout ce que ça... Je trouve ça très intéressant de revenir sur... Enfin, d'essayer d'expliquer des choses et de les creuser. C'est une très jolie occasion aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. Ben, vous aussi. Puis je te dis assurément à la prochaine. À bientôt.